On est le 29 novembre 2025 et il y a quelque chose dans l'air, une sorte de sensation de basculement. C'est exactement le point de départ d'un texte assez fascinant qu'on a sous les yeux, qui s'intitule « L'ère des agents autonomes ». Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne part pas d'un futur lointain. Non, il parle d'une révolution qui serait déjà enclenchée et qui promet de tout réinventer en moins de 1000 jours. Notre but aujourd'hui, c'est de vraiment décortiquer les arguments de ce document. La thèse de départ, elle est assez radicale. Il dit qu'une poignée d'avancées technologiques, qui sont toutes arrivées ce mois-ci, aurait déclenché une nouvelle révolution industrielle, mais une qui se déroulerait à une vitesse folle. Du coup, on va examiner les faits, l'impact économique qu'il décrit et la question centrale. Quelle est la place de l'humain dans ce nouvel ordre GOA? Et ce fameux point de bascule, d'après l'analyse, il a des dates très précises. Le 13 novembre, OpenAI lance GPT 5.1. Quelques jours après, le 18, Google riposte avec Gemini 3. Mais le plus important, c'est qu'ils lancent tous les deux ce que le texte appelle des agents autonomes. Gemini Agent, Codex Max. Alors pour qu'on comprenne bien, c'est plus un chatbot à qui on pose une question. C'est comme si on donnait une mission à un stagiaire incroyablement rapide et compétent. On lui dirait « Crée-moi un site pour ma boulangerie, mets-le en ligne et gère les commandes ». Et il le ferait, tout seul, de A à Z. C'est de ce niveau d'autonomie qu'on parle. C'est exactement ça, la rupture. C'est plus un outil passif qui répond. C'est un acteur proactif qui exécute des tâches complexes de bout en bout. Et c'est cette capacité d'action qui, selon le document, provoque la première onde de choc. Alors, allons-y. La première conséquence, d'après ce qu'on lit, c'est un coup de frein brutal sur le marché de l'emploi. Le texte affirme que les géants comme Google, Microsoft, Amazon gèlent leur recrutement. Et la raison, elle est assez folle quand on y pense. Automatiser un poste coûterait désormais moins cher qu'un abonnement téléphonique mensuel. C'est une affirmation choc, oui. Et pour l'étayer, l'auteur prend un exemple très concret. Duolingo. Les chiffres sont éloquents. L'entreprise a dépassé le milliard de dollars de revenus avec une croissance annuelle de 40%. Et le plus incroyable, c'est que pendant cette période, ils n'ont embauché personne. Zéro. Attendez, zéro embauche pendant une croissance pareille. C'est ça qui est dingue. D'habitude, une croissance de 40%, ça veut dire des centaines de postes créés. Là, le document est clair. Des équipes entières auraient été remplacées par des systèmes d'IA. Ce n'est pas juste de l'optimisation, ça. C'est une substitution. C'est le point central de l'exemple. La croissance a été entièrement absorbée, gérée par l'IA. Et ce qui est présenté ici, ce n'est pas une exception. C'est le début d'une tendance de fond. L'analyse mentionne d'autres signaux, comme chez IBM, où 99% des développeurs travailleraient sur la création de ces agents. 99%. C'est un chiffre qui paraît presque irréel. Ça voudrait dire que l'entreprise a quasiment abandonné le développement logiciel traditionnel, en quelques mois. C'est ce que la statistique suggère, oui. L'idée, c'est qu'ils ne construisent plus les applications eux-mêmes. Ils construisent les ouvriers IA qui, eux, vont construire les applications. Et pour accélérer ça, Microsoft serait en train de rendre la création de ces agents aussi simple que de faire un PowerPoint. Ah! Et ça change tout. Si n'importe quel manager peut créer son propre agent aussi facilement qu'un slide, ça veut dire qu'il peut automatiser son équipe sans passer par un département d'ingénieurs. On sort du domaine des experts, là. On entre dans une démocratisation massive de l'automatisation. Exactement. Et quand tout le monde peut le faire, ça change complètement d'échelle. On ne parle plus d'optimiser une seule entreprise, mais de transformer potentiellement toute l'économie. Et c'est là que les chiffres du document donnent vraiment le vertige. Oui, parce que l'impact ne se limite pas à quelques postes. Le texte insiste sur une notion qui fait un peu froid dans le dos. La vitesse. 18 à 36 mois pour que la révolution s'opère. Contre des décennies pour les précédentes, les révolutions industrielles ou même Internet ont laissé le temps à une génération de s'adapter. Ici, la fenêtre, c'est moins de 3 ans. C'est à peine le temps d'un cycle d'études. Et cette vitesse, elle vient percuter un principe fondamental de nos économies. L'analyse l'explique très bien. Notre modèle repose depuis 200 ans sur un axiome simple. Le capital a besoin du travail humain pour créer de la valeur. C'est la base de tout. L'impôt sur le revenu, la sécurité sociale, le fonctionnement des banques centrales. En gros, le deal, c'est tu travailles, tu touches un salaire, tu paies des impôts qui financent le collectif. Si on enlève le tu travailles de l'équation, qu'est-ce qui se passe?
C'est précisément la question explosive que le document soulève. Il donne un chiffre pour mesurer l'ampleur du séisme potentiel. Rien qu'aux États-Unis, l'assiette fiscale basée sur les salaires, ça représente 5 000 milliards de dollars. Si cette base se met à fondre rapidement, ce n'est plus juste le chômage qui augmente, c'est la source principale de revenus des États qui risque de se tarir. Quand on entend un chiffre comme ça, 5 000 milliards, il faut prendre une seconde pour respirer. C'est plus de l'économie, c'est presque de la science-fiction. Concrètement, ça voudrait dire quoi pour le système de retraite, par exemple, Hmm. qui est entièrement financé par les cotisations sur les salaires? Exactement. Si la base salariale s'érode, ce ne sont pas seulement les impôts qui disparaissent, c'est tout le système de protection sociale qui est menacé. La question que l'auteur pose, c'est comment on finance la solidarité quand le travail n'est plus la principale source de richesse partagée? C'est pour ça que la conclusion de cette partie est si forte. Le modèle économique mondial doit se métamorphoser ou s'effondrer. C'est une alternative assez brutale. Il n'y a pas de juste milieu, pas d'ajustement à la marge. Pas selon cette analyse, non. Parce qu'on touche à un changement de paradigme. Quand le capital peut s'auto-fructifier avec des agents IA qui ne coûtent presque rien, le rôle du travailleur humain est remis en question à un niveau fondamental. Il n'est plus un maillon essentiel de la chaîne. Et si ce maillon saute, tout l'édifice qui repose dessus devient instable. L'argument sous-jacent est simple. Le coût marginal de la reproduction du travail cognitif tend vers zéro. C'est une phrase un peu technique, ça. Le coût marginal tend vers zéro. Ça veut dire quoi, en clair? En d'autres termes, une fois qu'un agent IA est créé pour, disons, faire de la comptabilité, en faire une copie pour qu'il fasse le même travail dans une autre entreprise, ça ne coûte quasiment rien. C'est comme copier un fichier musical. Le premier enregistrement coûte cher, mais chaque copie est gratuit. Si on applique ça au travail de bureau, on a le potentiel pour une explosion de productivité et une dévalorisation massive du travail humain équivalent. D'accord, le tableau est assez sombre. Face à une telle puissance d'automatisation, on parle d'agents qui peuvent gérer nos emails, nos voyages, ou piloter des projets de code complexes. L'auteur cite l'exemple de Codex Max, capable de, je cite, gérer des projets de code complexes, équivalent à la lecture simultanée de 50 romans. Et ça, sans pause café. La question qu'on se pose tous, c'est que reste-t-il pour les humains? Et c'est là que l'analyse prend une tournure vraiment contre-intuitive. L'idée avancée, c'est pas que l'IA va nous déshumaniser. Au contraire, elle va nous forcer à nous recentrer sur ce qui fait de nous des humains. Les compétences qui deviendraient les plus précieuses seraient précisément celles que la machine peine le plus à simuler. C'est-à-dire? La créativité authentique, la connexion émotionnelle, un management tout en nuances, le sens critique, la capacité à inspirer les autres. En somme, tout ce qui relève du jugement, de l'intuition et de l'intelligence interpersonnelle. Le document suggère que plus le travail technique sera automatisé, plus la valeur se déplacera vers le savoir-être et la vision stratégique. L'humain ne serait plus l'exécutant, mais le stratège, le visionnaire, le leader. Et ça se traduit déjà par de nouveaux métiers? Ou c'est juste théorique? L'auteur affirme et se voit déjà. Il cite l'émergence du nouveau poste très bien rémunéré, des salaires entre 125 000 et 200 000 dollars par an, éthicien de l'IA, orchestrateur d'agents, superviseur de systèmes autonomes. Orchestrateur d'agents, j'aime bien l'image. On imagine un chef d'orchestre avec une baguette devant des écrans. Concrètement, ça ressemble à quoi? L'idée, c'est que le travail ne consiste plus à faire, mais à diriger. L'orchestrateur ne code par lui-même. Il définit les objectifs d'une flotte d'agents IA, il s'assure qu'ils collaborent bien et que le résultat final est aligné avec la stratégie de l'entreprise. L'éthicien de l'IA, lui, il programme pas l'agent. Il définit les garde-fous pour s'assurer que ses décisions sont justes, équitables. On passe d'un niveau d'exécution à un niveau de métagestion. La valeur humaine, elle se déplace vers la supervision, le jugement et l'intention. Donc si je comprends bien, l'avenir, c'est pas forcément de devenir un super technicien, mais plutôt un super manager, un super stratège. Le texte se termine d'ailleurs sur un sentiment d'urgence absolue, en dressant un portrait très clair des futurs gagnants et perdants. Oui, le message est direct. Les gagnants, ce seraient ceux qui apprennent à orchestrer ces systèmes, ceux qui misent sur leur jugement, leur vision. Et les perdants, ce sont ceux qui ignorent la vague en se disant que leur secteur est trop complexe ou trop humain pour être touché. C'est un avertissement contre la complaisance.
parce que cette vague d'IA s'attaque plus seulement aux tâches répétitives, elle s'attaque aussi à des tâches cognitives qu'on jugeait à haute valeur ajoutée. Et face à ce bouleversement, le document mentionne que des modèles de sociétés alternatives sont déjà à l'étude. Des choses comme le revenu universel généré par des agents personnels ou des systèmes de double monnaie. On sent que la réflexion dépasse largement le cadre de l'entreprise. Absolument. Ces idées, qui pouvaient sembler utopiques il y a quelques années, sont présentées ici comme des pistes pragmatiques, face à l'effondrement potentiel du modèle salarial. Ça montre bien que si les prémices du document sont justes, alors c'est tout le contrat social qui est à réinventer. Pour bien faire comprendre l'urgence, l'auteur utilise une analogie puissante. C'est comme l'arrivée d'Internet dans les années 90, mais 15 fois plus rapide. Et cette analogie est très parlante. Pensez au temps qu'il a fallu pour que la société s'adapte à Internet, pour que les entreprises intègrent le web, que les gens apprennent à utiliser l'email. Ça a pris une bonne décennie. Là, on nous dit qu'on doit gérer une transformation encore plus profonde, mais en moins de 3 ans. Ça donne le vertige. Il y a une autre phrase qui m'a marqué, l'IA que vous utilisez aujourd'hui est la pire que vous utiliserez de votre vie. C'est un rappel brutal de la nature exponentielle de cette technologie, non? C'est un point absolument crucial. On a tous tendance à juger le potentiel futur de l'IA sur la base de ses performances actuelles, qui nous paraissent parfois limitées ou maladroites. Mais l'argument ici, c'est que c'est une erreur de jugement fondamentale. La progression n'est pas linéaire, elle est exponentielle. L'IA de novembre 2025 paraîtra préhistorique en 2027. Bref, le compte à rebours est lancé. C'est la conclusion de l'analyse. Elle ne donne pas 10 ans pour s'adapter, mais moins de 1000 jours. Qu'on soit d'accord ou non avec la radicalité de la thèse, le message principal, c'est que l'attentisme, c'est la stratégie la plus risquée. Le document ne propose pas de solution miracle, mais il insiste sur une prise de conscience et une adaptation immédiate. En résumé, ce document nous a fait voyager d'un mois de novembre 2025 très spécifique à une remise en question fondamentale de notre économie, de la valeur du travail et même de notre contrat social. Les points clés à retenir, c'est cette vitesse de transformation, la fragilité de nos modèles actuels et, paradoxalement, ce retour en force des compétences, purement humaines, le jugement, la créativité. C'est une vision qui est à la fois alarmante sur la disruption qui arrive et en même temps étrangement optimiste sur la redéfinition possible du rôle de l'humain. Oui, et le texte se concentre beaucoup sur l'adaptation professionnelle, économique, mais ça laisse une question encore plus grande en suspens. Tout à fait. Si le travail cognitif, qui a défini le statut social et le revenu pendant un siècle, perd une grande partie de sa valeur monétaire, ça soulève une interrogation bien plus profonde. Comment nos sociétés redéfiniront-elles la valeur d'un individu ou le but d'une vie, au-delà de la simple contribution économique? C'est peut-être l'interrogation la plus vertigineuse que cette révolution nous force à poser.